Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Economia. Dans le cortex populaire, nos produits emblématiques à l'exportation sont trois. Il y a le pétrole, il y a le gaz, malmené, il est vrai, par les cours mondiaux, mais nous avons aussi, plus symboliquement, la date, un fruit d'excellence dont le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, appréciait lui-même et recommandait autour de lui. Seulement, ce fruit qui fait honneur par sa qualité algérienne notamment est l'objet d'un marché opaque et pas aussi transparent que peut être la Deglet Nour elle-même. Nous aurions exporté il y a 2 années pour près de 40 millions de dollars de dattes sur des marchés qui s'élargissent jusqu'à l'extrême Asie. Mais nous aurions voulu exporter bien plus, à condition toutefois que des obstacles se lèvent. Parce que j'aime la date et parce que je suis convaincu que vous aussi aimez les dates, j'ai décidé d'en parler aujourd'hui avec nos invités et j'espère qu'au terme de ce débat, nous en saurons bien plus. Je vous invite donc à un voyage au centre de la date. Je vous présente nos 3 invités. Youssef Remri, vous êtes président de l'association des conditionneurs et exportateurs de dattes. Vous êtes également le PDG de Sudaco, une entreprise publique qui conditionne et exporte. Ali Bey Nasri, vous êtes, bientôt je vais vous céder ma place, puisque vous êtes un habitué de l'émission, président de l'Anexal, il est vrai consultant économique, vous en connaissez un bout sur la date. Najib Haddoud, vous êtes le directeur des établissements Haddoud Salim, vous êtes producteur, conditionnaire et exportateur, et j'ai envie de dire, vous avez baigné toute votre vie dès la naissance dans la date, et vous êtes aujourd'hui, je crois, l'un des principaux, sinon le premier exportateur de dates. Écoutez, messieurs, on va commencer ce débat par essayer d'en brosser un tableau. Je voudrais qu'au sortir de ce débat, réellement, nous sachions qu'est-ce qui se passe. Tout le monde aime la date. Elle est un peu chère sur le marché. Je l'ai vu hier à 750 dinars jusqu'à 1200 le kilo selon la variété. Donc on va parler de ce marché de la date tant sur le marché national que le marché extérieur, dans sa dimension officielle, dans sa dimension officieuse. Et d'abord, parlons de production, M. Remri. Aujourd'hui, combien de dattes sont produites en Algérie? Quelles sont les variétés de ces dattes? Et pourquoi la date algérienne est-elle si spécifique? Merci mon ami, bonsoir à tout le monde. Voilà, donc nous sommes un pays qui avoisine les 19 millions de palmiers de dattes. Donc nous avons une richesse énorme en dattes, 19 millions de palmiers. Pour une production nationale estimée en 2014, fin 2014, à plus de 934 000 tonnes. Bon, les chiffres de 2015 ne sont pas encore arrêtés. Ce sont des chiffres qui émanent de qui? Qui émanent du ministère de l'Agriculture. Voilà, donc, et bien sûr, ça va s'accroître en plus, hein, parce que vous savez qu'il y a eu des plantations, il y a toujours des plantations qui viennent rentrer en Alors, quelles sont les production. perspectives? On vise combien de... On vise en 2019, en principe, les 1 200 000 tonnes... supplémentaires? Non, ou pas total. total. Donc on va vers 200, 300 000... 200 à 300 000 tonnes de plus. Sur un variétal de presque 1000 variétés de dattes, oui. Entre dattes molles Deglet Nour, entre dattes molles fraîches autres que Deglet Nour, et de la date sèche. Donc voilà le variétal. Quelle est la répartition entre le sec et le plus de 50%, c'est la Deglet Nour. C'est la variété de Deglet Nour, mais ce n'est pas la Deglet Nour que les Algériens connaissent. Parce que tous les Algériens, quand on leur parle de la Deglet Nour, ils visent directement la Deglet Nour produite dans la région des Iban, et notamment à Tolga. Alors que le variétal Deglet Nour s'étend sur tout le territoire phénicicole algérien, le sud-est, allant de Biskra, des Iban, jusqu'à le Goléa, Nia, voilà. Donc passant par Ghardaïa, Loued, Ouergla et tout autre. D'accord. Alors, ces chiffres correspondent aux vôtres? Oui, absolument, ça tourne autour de 900 000 tonnes de production. Ça fait 3 ans, ils étaient à peu près à 780 000, donc ça augmente de plus en plus. Donc ça tourne autour de ça. Ça tourne autour de 900 000. Combien sur la consommation nationale et combien sur la production extérieure, enfin l'exportation? Donc l'exportation tourne autour de 25 000 tonnes, une moyenne. Donc en 2013 c'était à 20 000, maintenant c'est... c'est dérisoire. Enfin, ça représente globalement donc 3%. Il faut dire que le million de tonnes dont on parle mon ami Gamri, la production mondiale est de l'ordre de 7 500 000 tonnes.
D'accord. Quels sont les pays qui sont leaders en la matière? Les leaders, donc, il y a l'Arabie Saoudite, dont bien cité Amri, il y a aussi donc l'Iran, il y a aussi donc l'Égypte qui se situe donc en seconde position. C'est des les pays qui États-Unis, dépassent non? Les Émirats. Les Émirats. les Émirats, donc c'est des pays qui dépassent pratiquement donc le million de tonnes. Les États-Unis ne Aussi. sont pas comptés dans ces chiffres aussi? Ils Hein? n'apparaissent pas dans les tableaux? Ils n'ont pas beaucoup de... Ah bon, en Californie, d'accord. En Californie, mais il n'y a pas beaucoup. Je voulais vous demander, les chiffres que vous m'avez annoncés, là, 934 000 tonnes, il y a deux années, hein, est-ce que on prend en compte les parties qui sont non déclarées et qui partent sur des marchés extérieurs par des voies non officielles? Bien sûr. Bien D'accord. sûr. Même celles qui font l'objet de troc sur le sud du pays. Voilà, donc nous avons un immense pays. L'Algérie est trop grande. Hein, nous avons des frontières un peu partout. Ne dites pas qu'elle est trop grande, dites qu'elle est grande, mais pas trop grande. Trop grande. Non, je parle par rapport à ces frontières qui sont immenses, ils sont grandes. Donc, c'est vrai, il y a de la fuite, il y a beaucoup de fuite. Ça dépasse les 26 000 tonnes dont mon ami vient de parler, qui sortent de nos frontières. Et surtout dans sous la couverture du troc. Parce que le troc est un... 26 000 tonnes, mais c'est rien par rapport à... Ah oui, ce qui est exporté, officielle, ce qui ramène de l'argent, les 40 millions dont vous parlez, Oui. c'est les 26 ça 000 exactement. C'est à peu près même pas 3% de la production nationale. Hein. Voilà. D'accord. Alors, pourquoi, Monsieur Haddoud, vous qui produisez de la belle date, qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette date et, hein, pourquoi elle est si différente? Et d'abord, est-ce que c'est vraiment la meilleure au monde? Les gens le disent et nous avons la faiblesse d'y croire. Effectivement, c'est une date qui a des qualités. Elle est moelleuse, elle est charnue, elle a un arôme un peu particulier. Et donc, à ce titre, donc, elle est appréciée un peu partout. Et malheureusement, nous, en tant qu'exportateurs, il faut savoir que ce n'est pas celle qui est exportée le plus. Parce qu'elle est trop chère. Nous sommes confrontés à un problème de concurrence. Compétitivité. Et donc, c'est une date qui surtout consommée soit ici localement, parce que les Algériens sont des connaisseurs. Est-ce qu'au moins sur le marché local, alors quelle est aussi la propension de la Deglet Nour? Est-ce qu'elle est, c'est la leader ou pas sur le marché? Elle est absolument. Donc les Algériens font bon choix. Absolument. Et connaissent. Et puis la paye cher aussi. Quitte à la payer cher. Et ils savent même, quand ils viennent acheter, ils vous demandent ce que c'est la date de Tolga. Donc ils connaissent même les terroirs. Et donc c'est de bons connaisseurs. Et cette date, quand elle est exportée à très faible quantité dans certains pays, c'est les marchés ethniques. Donc ce sont nos compatriotes, La communauté. qui sont... Les musulmans aussi. Les musulmans. Voilà. C'est ceux-là qui... Donc ils l'apprécient à sa juste valeur et ils mettent le prix aussi parce que c'est une date qui demande un entretien très pointu. De la part des conditionneurs. De la part des producteurs d'abord. Oui. C'est une date justement spécifique et très sensible à tous les aléas climatiques qui influent négativement. Aujourd'hui, quels sont les problèmes que rencontrent les producteurs aujourd'hui? Comment vous les recensez? Le problème numéro 1, c'est la main-d'œuvre. Il y a un manque flagrant de main-d'œuvre. Aujourd'hui, quand vous vous baladez dans les palmeraies, notamment dans la région où je suis, donc à Tolga, vous voyez plein de jardins où il y a à vendre, parce que les propriétaires ne trouvent plus de main-d'œuvre. Et là se pose donc le problème de la mécanisation. C'est un problème qui doit être pris à bras-le-corps par aussi bien les producteurs et par tout ce qui peut aider, notamment la recherche et tout ça,
pour essayer d'aller rapidement vers la mécanisation, parce que la phéniculture, moi j'estime qu'elle est en danger maintenant, parce qu'on ne trouve pas les grimpeurs, on ne trouve pas... ça c'est un problème. Deuxième problème, c'est la raréfication de l'eau. La raréfication de l'eau, avant, dans la région, on allait à 20-30 mètres de profondeur pour trouver de l'eau. Actuellement, on va à 300 mètres jusqu'à 500 mètres pour trouver de l'eau. Elle est très chère. Et c'est ce qui fait la cherté de ce produit. Encore une fois, ce n'est pas cette date qui est exportée. Monsieur Hadoud, je disais que vous avez baigné dans la date très jeune. Vous savez grimper aux arbres? Non, malheureusement, non. Enfin, théoriquement, théoriquement, si, je peux monter à 3 ou 4 mètres, mais pas plus. Monsieur Ramadi, alors, pardon, monsieur, je laisse parler d'abord ceux qui sont sur le terrain avant de vous faire parler. Alors, vous aussi, vous avez des difficultés. Vous n'êtes pas producteur, mais vous connaissez les problèmes de la région puisque vous y êtes. Alors, quels sont les problèmes aujourd'hui? Donc, l'emploi est un gros problème. L'emploi ne touche pas uniquement l'agriculture, il touche aussi le conditionneur. Parce que même nous avons des usines. Et vous savez que la date, comme l'a dit mon ami Najib, a besoin toujours de main-d'œuvre parce que la mise en boîte, le nettoyage, le brossage de la date, tout le rangement dans les raviers et tout, demande de la main-d'œuvre et surtout de la main-d'œuvre féminine. Parce que c'est un métier un peu. Dans les usines féminines, parce qu'elles ont le doigtier. Qui fait les gâteaux à la maison, c'est les femmes, généralement. Bon. Mais qui sont les meilleurs cuisiniers? Les meilleurs cuisiniers, les meilleurs cuisiniers, c'est les hommes. Mais c'est pour ça qu'on a des responsables de production hommes. Mais la main-d'œuvre, c'est les femmes. Donc, c'est un discours un peu qui est à relativiser. Donc, voilà. Donc, on a besoin de main-d'œuvre. Par exemple, je vous donne l'exemple de l'usine que je gère, la Sudaco. J'ai 250 postes, mais malheureusement, je n'arrive pas à dépasser les 60 à 70 postes de main-d'œuvre. Mais en parlant des problèmes, nous sommes liés. Vous savez que nous sommes une filière. La date, c'est une filière. C'est une grande filière. Oui. Heureusement, dans cette filière, où il y a plusieurs maillons qui s'attachent l'un à l'autre, c'est une chaîne, vous n'avez que deux entités qui sont quantifiables, contrôlables. C'est l'agriculteur, le conditionneur, exportateur ou commerçant. Voilà. Mais il y a d'autres maillons qui sont invisibles dans la filière. Si on parle des collecteurs, si on parle des distributeurs qui viennent par leur camion acheter, ramener, vendre, et vous savez que ces gens-là transportent nos dates de Tolga par exemple, ou de Mreyer ou de Djama, jusqu'à Mernia, un produit nu qui n'est pas identifiable, dans des bacs nus comme ça, dans des camions, ils partent. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est de l'informel, carrément, c'est de l'informel. C'est des gens qui ne sont pas quantifiables, c'est des gens qu'on ne connaît pas. Si, mais... nous, les professionnels, on les connaît, on les voit. Oui. Mais du point de vue réglementaire, du point de vue... Ils existent. Ils ont leur impact sur la chaîne, sur la traçabilité du produit, mais officiellement, ils ne sont pas vérifiables, ils ne sont pas contrôlables. Il n'y a que nous, les conditionneurs et les agriculteurs, qui sont contrôlables dans cette filière. Voilà. Alors, c'est un réel problème. Bon, souvent, j'entends dire les producteurs, les conditionneurs, vous avez donc un gros problème sur le recrutement. Alors, comment peut-on y pallier? Parce qu'on a parlé de mécanisation. Est-ce que c'est possible d'aller faire des investissements comme ça? Quelle est la solution pour régler le problème? Parce qu'il faut avancer. Là, on est obligé. Il disait que les palmeraies commençaient à fermer leur... Oui, moi j'ajoute quelque chose à mon ami, c'est qu'il y a des gens qui abandonnent la récolte, carrément, parce qu'ils ne trouvent pas de grimpeurs et c'est trop cher. Surtout pour des variétés autres que... D'accord, mais vous y avez réfléchi à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mon ami vient de parler de la... Comment font les autres Comment font ailleurs? Les États-Unis. La mécanisation. C'est la mécanisation. C'est l'automatisation des... Et les banques vous prêtent de l'argent, puisqu'elles financent. Oui. Alors c'est financé. Nous avons par exemple le crédit Tahaddi, mais attention, c'est des investissements lourds. On va parler tout à l'heure de la certification des autres. C'est des investissements lourds qui devraient être financés avec des longues périodes, pas des petites périodes comme les crédits actuellement. C'est des crédits qui ne dépassent pas les 3 ans ou 5 ans. Oui, monsieur Nasri. On peut créer dans ce cadre-là. C'est là justement où il y a nécessité de créer des sociétés de services. Voilà. Au lieu que ça soit
un seul agriculteur qui fait ça, qui est une société de service, de soutien, et qui fait toute la région, qui fait, c'est pas 10, 15 palmeries, il faut aller vers ça. Moi, je pense que c'est important, voilà, qu'on aille vers ça. Et justement, le problème de main-d'œuvre a fait que certains, pratiquement, si je peux dire, entre guillemets, délocalisent. Il y a beaucoup de gens qui sont conditionneurs à Alger, qui sont conditionneurs à Oran, qui sont conditionneurs à ces types. On en connaît, les principaux, donc on les connaît. Ça, c'est un problème. Mais le problème le plus sérieux, à mon avis, concernant Tolga, c'est justement ce stress hydrique. Il y a un stress hydrique. Je pense que les hydrauliciens, enfin les gens en charge de l'hydraulique, étudient cet aspect-là pour qu'il y ait, c'est pas moi, un transfert d'eau, un truc comme ça, mais en tout cas, qu'on se penche sur cet aspect-là. Vous avez une solution pour l'eau? Oui, pour l'eau, moi je pense qu'il est temps de légiférer et que tout agriculteur doit obligatoirement passer par par le goutte à goutte ou bien les autres techniques d'irrigation qui économisatrices d'eau. Donc c'est aussi de la mécanisation là? Oui, obligatoirement, parce que là, on est en train de gaspiller beaucoup d'eau et donc il est temps maintenant que l'on réfléchisse, même légiférer, pour obliger tout agriculteur qui veut faire de la phonésiculture d'aller vers ces procédés d'irrigation économique. Monsieur Haddoud, oui. Je voudrais ajuster justement concernant l'eau. N'est-il pas temps maintenant de voir l'approche de l'eau autre qu'elle est actuellement en Algérie, c'est-à-dire un ministère de la ressource en eau? Moi, je pense que l'agriculture doit se réapproprier cet aspect-là, parce que l'eau agricole est la plus importante. Donc, une approche de l'eau agricole gérée par l'agriculture, et justement dans le sens maintenant, directement dans le sens de l'économie, donc de l'eau, moi je pense que c'est un impératif, on ne peut pas y échapper. Il y a un grand pays producteur de dattes qui, lui, encourage, en matière de soutien, encourage les agriculteurs qui font de l'irrigation goutte à goutte, il les encourage, il achète plus cher leurs récoltes que les gens qui ne respectent pas l'itinéraire technique. Ça c'est autre chose. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faut une gestion de l'eau agricole. Ouais. Cette gestion de l'eau agricole ne peut être gérée que par le ministère concerné et non pas par les autres. Laissons peut-être l'eau, disons, destinée à la consommation humaine, peut-être ailleurs. Ouais. Mais ma vision, c'est que l'eau agricole doit être gérée par le ministère de l'Agriculture et surtout aller dans le sens, justement, de ce qu'avait dit Nadim. C'est donc l'économie de l'eau, le goutte à goutte, le souterrain, parce que ça évite, nous sommes dans des régions qui sont chaudes, donc le souterrain économise, parce qu'il n'y a pas d'évaporation. Très bien, Monsieur Nasri. Donc, je voudrais revenir vers vous, Monsieur Haddoud, Najib Haddoud. Alors, quels sont encore les problèmes qui grèvent la production et qui vous embêtent? L'autre problème important qui se pose depuis quelques années, c'est le réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique donne... avant, on avait une mauvaise année sur 10. Maintenant, pratiquement, on a une mauvaise année sur 3 ou sur 4. Le réchauffement climatique doit être aussi pris en charge. J'en ai discuté avec les centres de recherche. Ils doivent aider les agriculteurs à adapter leurs techniques culturelles en fonction de ce réchauffement climatique. Si on continue à cultiver nos palmiers comme nos ancêtres, devant ce changement climatique, on ne va pas aller très loin. Quelles sont les conséquences sur la Les conséquences, on a des déperditions. Au lieu d'avoir, comme avant, peut-être 10% d'écart, on va avoir 30 ou 40% qui sont dus à au dessèchement de la datte, conséquence de cette chaleur. Je voudrais m'intéresser à votre entreprise. On dit que vous êtes le leader sur le marché. Alors, vous faites de la production, ça représente combien de palmiers? Vous achetez combien hors votre production? Nous avons à peu près, dans la famille, 20 000 palmiers à peu près. Pour quel tonnage? 130. 130 tonnes, d'accord. Vous achetez à l'extérieur de vos palmiers, de votre palmeraie. 80%. Même plus, parce que nous produisons surtout la première variété
qui est exportatrice. La première variété, celle dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la date branchée premier choix, parce qu'on est dans une région productrice de ce produit-là. Premier choix, mais qui reste en deçà de la fameuse de Glettenor. Non, non, moi je parle de cette variété. Mais ce n'est pas celle-là qu'on exporte le plus. Celle qu'on exporte le plus, ce sont des dates qu'on ramène de la vallée de Ouadrir, Tougourt, D'accord. Donc vous, à la commercialisation, c'est à peu près 1000 tonnes, c'est ça? Non, nous exportons l'année dernière... Non, pas l'exportation, la commercialisation générale, sur le marché algérien et sur le marché extérieur. Sur le marché algérien, nous n'exportons pas beaucoup. Vous ne vendez pas. 95% de notre production vend directement à l'extérieur. Oui. D'accord. Et donc, ce serait un tonnage de combien à ce moment-là pour l'extérieur? Pour l'extérieur, la campagne qui vient de s'écouler 2014-2015, on a exporté près de 4300 tonnes. D'accord. Toutes variétés confondues. Mais alors, on est... Ah d'accord, très bien. Et donc, vous êtes aujourd'hui... Mais alors, ça représente plus de 80% de votre... Oui, absolument. Oui. D'accord. C'est infime ce que vous produisez vous-même. D'accord. Oui. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Est-ce que votre entreprise se porte bien financièrement? Dieu merci, oui, ça se porte bien parce qu'il y a... Nous gérons le mieux possible parce que depuis un certain temps, nous nous sommes engagés dans un processus de mise à niveau et nous avons eu des diagnostics que nous suivons de près. Nos points forts, on les maintient, nos points faibles, on les améliore. Vous conditionnez dans le sud ou vous conditionnez au nord? On les conditionne à Tolga et dans le sud aussi pour les variétés autres que la de Glettenor. Monsieur Remley, souvent les entreprises publiques ne se portent pas bien. Mais la vôtre, comment se porte-t-elle? Franchement, c'est que la Sudaco, elle a un problème, bien sûr, comme toutes les entreprises publiques actuellement. C'est que nous travaillons presque à 20% de nos capacités théoriques, parce que nous sommes une entreprise qui a une capacité théorique de 5000 tonnes. Ça, c'est un héritage de l'ex-OFLA, l'ex-Office national de la data. Nous avons la plus grande unité de conditionnement actuellement. Oui. Mais malheureusement, on travaille au-dessous de nos capacités. Nous sommes en train de faire nous tournons autour de 1000 tonnes par campagne. Mais vous êtes rentable ou pas? Oui, nous sommes rentables, mais je dis qu'on est au-dessous de nos capacités. C'est malheureux parce que nous avons une grande unité. Je voudrais vous interroger, vous deux, sur les propriétés sanitaires, enfin les propriétés en matière de santé pour la date. Est-ce que la date elle cause du mal ou elle fait plus de bien qu'elle ne cause de mal à la santé humaine? Je pense qu'elle fait du bien parce que c'est mon objectif. Mon objectif, c'est de vendre. Mais... Donc, non, sincèrement, la date, elle contient beaucoup d'oligo-éléments, elle contient beaucoup de vitamines, les fibres. Donc, il y a tout pour donner à notre santé ce qu'il lui faut pour que la personne se développe bien. D'accord, vous partagez? Oui, bien sûr, sauf que moi je rajoute quelque chose, c'est que, bon, vous savez bien, vous l'avez dit au début de l'émission, que c'est un fruit d'Allah, c'est un fruit très apprécié de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et en plus c'est spirituel, mais malheureusement la façon de faire, c'est ça la différence, là, je comprends votre question, la façon de faire parfois fait que les gens, si on parle du fardage par exemple, que les gens un petit peu mélangent le produit, ils mettent n'importe quoi dans les boîtes, ils ne travaillent pas dans des endroits appropriés, et c'est ça le mal. Mais la date, en tant que fruit, il n'y a pas mieux. Très bien. Vous savez qu'elle dépasse même le miel dans sa catégorie. Elle a tendance à s'artificialiser, cette date. Et elle pourrait devenir un peu... Oui, actuellement, il y a beaucoup de... Un peu chimique par trop... Disons pas. Mais en tout cas, moi, je voudrais signaler seulement que... Restez sur ce point. Hein. Oui, nos ancêtres. Oui. Parce que dans la date, il y a aussi une date, la date sèche, qu'on faisait à l'époque, Rouina. Donc, et cette Rouina, donc c'est une composition de dates séchées, donc moulues, hein, et à laquelle on ajoutait un peu de blé. D'accord. Il voyageait des mois et des mois
avec ce seul aliment. Pour vous dire que c'est une source de protéines, de glucides, de lipides, enfin absolument. Et concernant vous avez parlé d'artifice. En tout cas, il y a il y a un traitement de l'arbre, c'est certain. Il y a un traitement. Maintenant, ce traitement-là, il est fait avec quoi? Nous avons un problème de traçabilité. Et l'un des problèmes, justement, de l'exportation, c'est la traçabilité des produits. Très bien, on va y revenir sur la traçabilité, mais avant cela, je voudrais partir sur Paris pour rejoindre Faisal Khbizet, qui est fondateur et gérant de Biodate. Alors lui, donc c'est quelqu'un qui n'est pas du Sud, mais qui s'est lancé donc avec succès dans le conditionnement et l'exportation de dattes, apparemment. Il va nous en parler, mais lui avec une dimension particulière. Il s'intéresse au bio parce qu'il est convaincu que c'est le marché d'avenir. Faisal Khbizet, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à vos invités, mes aînés, puis bonsoir à vos téléspectateurs. Il fait pas trop froid à Paris? Là, on vous voit avec une belle photo, avec un palmier derrière vous, mais je ne sais pas quel est le temps qu'il fait à Paris. Effectivement, le soleil d'Algérie manque ailleurs. Très bien. Mais justement, le froid de Paris ou d'Europe peut être compensé par une bonne dégustation de dattes. Alors, est-ce que c'est le cas? On déguste de plus en plus en Europe de dattes? La tendance mondiale de la consommation de dattes, elle est croissante. Si on vérifie les chiffres des dernières années, c'est un produit qui contient beaucoup de sucre, beaucoup de minéraux et de vitamines, et qui est utilisé maintenant de plus en plus dans l'industrie agroalimentaire autant que composant alimentaire, en substitution du sucre ou d'autres substances. Faisal Khbizet, pourquoi vous êtes investi dans le bio en particulier? D'abord, pour ma part, moi je pensais que la date elle était complètement bio en Algérie, surtout dans le sud. Bon, apparemment les choses ont changé depuis longtemps, mais alors pourquoi le bio? Parce que c'est une demande spécifique maintenant dans les marchés étrangers, extérieurs? Alors, pour être très sincère avec vous, il y a deux aspects par rapport à cette question-là. Le bio, c'est une conviction personnelle écologique que le respect de la terre est essentiel pour nous, pour transmettre aux générations futures une terre aussi propre que celle qu'on a héritée. C'est une démarche volontaire pour produire et s'alimenter d'une certaine façon qui est un petit peu éloignée des produits chimiques que nous remarquons. C'est une démarche sanitaire parce que nous voyons une prolifération de toutes les maladies du siècle qui sont dues justement à un mode de vie trop stressant et trop consommateur de produits de synthèse et chimiques. Mais aussi, c'est une démarche économique. Le marché du bio est un marché croissant, est un marché de niche, et c'est un levier de croissance économique sur tous les marchés internationaux. Malheureusement, en Algérie, tout ce qui est produits avec des labels qualité, que ce soit l'agriculture biologique, les labels qualité, les produits certifiés appartenant à une certaine région ne sont pas encore développés. Donc c'est pour ça que nous sommes partis sur l'exportation, justement pour faire valoriser un savoir-faire ancestral. Faire du bio dans la date, c'était pas quelque chose de difficile parce que de façon native, les producteurs ont du bon sens dans la gestion de leur palmeraie. Ils utilisent très peu de produits chimiques, voire pas du tout. Ils utilisent de la biodiversité dans leur palmeraie. Mais ils savent plus monter aux arbres. Alors, bien sûr, le siècle, le temps a changé. On est plus maintenant sur une démarche de gains rapides. On est sur une démarche industrielle de l'exploitation agricole. Donc, beaucoup d'agriculteurs passent à l'utilisation d'engrais chimiques, de pesticides, de fongicides et de tas d'autres produits pour stabiliser l'infestation ou autre. Aujourd'hui, sur les marchés où vous êtes, en Europe notamment, c'est plus le bio qui est demandé ou c'est égal? Alors, ou c'est moins? Biodate Algérie est une société qui a maintenant près de 14 ans d'existence. On est 40 producteurs qui produisent sur la région de Biskra, El Oued et Ouadgla. On fait aujourd'hui 700 hectares de production avec une production annuelle estimée à 2200 tonnes. On exporte à peu près 60% de cette marchandise, essentiellement vers les marchés lointains qui sont les États-Unis, le Canada, l'Australie, Nouvelle-Zélande et aussi une partie en Europe. C'est une date qui coûte bien plus cher.
L'agriculture biologique fait en sorte que l'agriculteur, en utilisant moins d'engrais, moins de produits chimiques, va produire un petit peu moins en termes de quantité. Donc il y a une compensation tarifaire pour justement encourager les agriculteurs à rester dans ce mode de production qui est un mode de production respectueux de la terre et de l'humain. Faisal Kbizet, oui. Je veux aller maintenant rapidement. Bon, vous êtes aussi, donc vous avez pris ce segment. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous identifiez comme problème encore qui vous mine, qui vous empêche d'aller plus vite, qui vous empêche de croître? Sur le marché algérien, voilà, on va profiter de votre expérience aussi. Je pense qu'il y a un aspect de vulgarisation de tout ce qui est concept de l'agriculture biologique. Ça reste encore un domaine très, très, très flou pour beaucoup d'opérateurs, que ce soit agriculteurs ou intermédiaires. Le cadre légal aujourd'hui ne permet pas justement un développement de l'agriculture biologique en interne sur le marché national. Ce que vous disiez vos invités tout à l'heure, que 80% de la production algérienne est consommée localement, mais aucun levier qualité n'est mis en place. Donc le cadre légal manque beaucoup. Après, on a des soucis dans l'implication des autorités compétentes dans les luttes contre les parasites, mais des luttes biologiques. Tout ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est des produits chimiques. Or, le monde a changé. Il y a de nouvelles techniques de lutte contre les parasites, contre les vers de dattes, pour avoir des dattes de meilleure qualité avec moins de rejets que nous, on n'exploite pas du tout. Notamment l'utilisation de filets anti-moustiquaires, de la lutte biologique intégrée, en utilisant des insectes qui combattent les vers de dattes, par exemple. Sur le marché international, on manque d'un marketing de masse. Aujourd'hui, les opérateurs exportateurs sont des petites entreprises avec des petits moyens et qui ne peuvent pas aujourd'hui faire face à des grandes multinationales qui font du marketing de masse. La date d'Algérie reste essentiellement connue dans le sud de l'Europe, où il y a une communauté qui a fait en sorte que, et une histoire qui a fait que la date est connue. Et sur beaucoup de marchés internationaux lointains, notamment aux États-Unis, Canada, l'Amérique latine, l'Asie, Deglet Nour, c'est un produit essentiellement tunisien. La date, c'est essentiellement un fruit qui vient du Moyen-Orient. L'Algérie n'est pas du tout connue pour un producteur de dattes et un producteur de dattes de qualité. Donc on a besoin de grands moyens pour faire de la communication qui va drainer derrière. Qui pourrait faire ce marketing-là? Vous voyez, ce serait un regroupement d'acteurs sur le marché algérien. Ce serait l'État algérien. Qui vous voyez faire ça? C'est une synergie globale. Les groupements de producteurs, effectivement, les opérateurs exportateurs. Parce que souvent, les agriculteurs, ils ont une tâche difficile de faire de la production, c'est déjà beaucoup. On ne va pas leur demander d'aller faire du commerce international. Il y a des gens qui sont spécialisés dans ça, qui ont acquis des compétences nécessaires pour faire du commerce international. C'est à eux que revient cette tâche. Mais la composition aujourd'hui des sociétés algériennes, c'est des petites sociétés. On est des petites et moyennes entreprises, on n'a pas les grands moyens. Donc l'État doit participer dans une forme de consortium, de fonds d'aide, ou de faire de la promotion à travers les ministères du commerce, comme le font les pays voisins, pour justement faire du marketing de masse. Faisal Kbizet, il y a beaucoup à dire. Nous aurions voulu vous avoir sur le plateau. Malheureusement, vous êtes à l'étranger. Donc, je vous souhaite un bon séjour et aidez-nous du mieux que vous pouvez à représenter le pays à travers la date. Oui. Je suis à l'étranger pour un salon spécialisé en agriculture biologique qui se trouve à Nuremberg, en Allemagne. Oui. Donc, j'invite les personnes concernées ou les Algériens qui sont en Allemagne nous rendre visite sur nos stands. Ça se passe à Nuremberg. Vous ne perdez pas le nord. J'espère que vous avez suffisamment de dates avec vous. À bientôt, monsieur Kbizet. Merci à vous. Au revoir. Oui, Ali Baynasri, vous voulez réagir? Très bien. Là, il a mis un peu le doigt où ça fait mal, parce qu'on revient à certaines stratégies, donc l'image de marque, de la date algérienne et tout. Si on prend l'exemple du meilleur élève, qui est la Tunisie, parce que c'est le premier exportateur en valeur. Donc c'est... à titre de comparaison, nous sommes à 39,40 et ils sont à peu près à 240 millions de dollars, avec 105 000 tonnes exportées. L'État tunisien a initié. C'est de la date tunisienne ou c'est de la date algérienne? Ils produisent en tout cas 200 000 tonnes. Si on fait le rapport entre ce que nous produisons et le nombre d'habitants, s'il y a un complément, il doit être infime. Moi, ce que je dis,
Mais en tout état de cause, je parle de la partie donc, commerciale et notamment export. C'est le premier. Ils ne sont pas venus comme ça, ils ne sont pas devenus premiers comme ça. C'est que derrière, il y a une stratégie d'accès sur le marché extérieur. Et l'État tunisien donc, a travaillé sur 2 axes. Le premier axe, c'est la diversification donc, des pays donc, importateurs. Il a mené donc une offensive avec identification de certains marchés. Il est parti donc sur les pays donc, de l'Asie, sur l'Amérique latine, sur l'Amérique du Nord et vers les pays donc, musulmans de l'ex-Union soviétique. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est justement cette politique de niche. Et là, l'État tunisien a mis donc en place une stratégie donc de culture d'une date bio. Et actuellement, sur les 105 000 tonnes exportées, pratiquement entre 15 et 20 000 tonnes, c'est du bio. Donc c'est de la valeur ajoutée qu'on donne au produit. Il y a aussi une question, donc si on parle de l'export, et mon ami donc Khbizet, donc c'est où il va parce que il est très dynamique et, au niveau international. Il a vu que c'était un produit de niche. Il a attaqué cette niche-là où il n'y a pas d'abord une concurrence féroce. Parce que la concurrence, elle est vers le bas, elle n'est pas vers le haut. Donc il y a moins d'acteurs, il y a moins d'encombrements et ça valorise mieux. Donc nous avons tous les atouts ici. Vous avez parlé, vous avez dit que nous avons une date bio. Ça reste à certifier, même s'il est bio. Et donc, je repose, au niveau international, au niveau de l'export, on a besoin de 2 choses. 1, qu'il y ait cette traçabilité. 2, qu'il y ait ce qu'on appelle la sécurité de l'achat alimentaire. Malheureusement, en Algérie, le minimum du minimum pour accéder vers les marchés, pour accéder vers les donneurs d'ordre, pour accéder donc aux grands importateurs, le minimum, c'est cette condition-là, ACCP. Monsieur Armey, bon, sur ces conditions de sécurité et d'aspect sanitaire, est-ce que souvent il nous arrive d'acheter des dates pour les offrir et quelquefois ça nous met mal à l'aise parce qu'on y trouve des verres à l'intérieur et ça m'est arrivé à plusieurs reprises et je ne vous cache pas, même au niveau institutionnel, je crois que la presse rapportait qu'à l'étranger, il y a un événement s'était déroulé ainsi. Alors, quel est le problème à ce niveau-là ? Parce que souvent, donc, on trouve des verres. Vous trouvez des verres, donc c'est de la date protéinée, c'est bien. Oui, vous pouvez le voir comme ça. Écoutez, la date est un produit agricole. Oui. Notamment, il est touché par de l'infestation, mais l'infestation propre, ce qu'on appelle chez nous le myloïs. C'est une infestation propre qu'il faudrait, bien sûr, éliminer. Mais on ne peut pas l'éliminer, on ne doit pas la laisser vivante. On doit l'éliminer par la désinsectisation, par la fumigation. Et là, c'est toléré jusqu'à 5% sur 1 kilo sur le produit. Mais malheureusement, c'est vrai que mon ami tout à l'heure, Najib Haddoud, a parlé de... Et par les filets, les fameux filets. Oui, il a parlé des changements climatiques. C'est ce qui fait aussi que les cycles ont changé de l'éclosion de l'œuf, de l'attaque de l'insecte et ainsi de suite. Donc, le fameux filet, oui, c'est un filet protecteur que nos voisins, monsieur tout à l'heure a parlé de nos voisins et de leur culture, parce que ça commence de là, l'exportation. Ah, oui. L'exportation commence dans l'arbre. Ce n'est pas uniquement une histoire de marketing ou de benchmarking ou de je ne sais pas quoi. C'est d'abord comment protéger ce patrimoine. Allah Ibarak, je suis en train de parler de plus de 900 000 tonnes. On va arriver à 1 million, Inch'Allah. Donc, il faut le protéger, il y a des mécanismes maintenant. Vous parliez tout à l'heure de la mécanisation. Vous savez quand est-ce que la mécanisation a commencé aux États-Unis? La montée de l'arbre avec des nacelles? En 1961. Nous sommes en 2016. Le filet, nos voisins, on en a parlé, nous, depuis 2004, 2003, on parle de ce filet. Et il y a des gens qui nous en parlent depuis bien avant. Vous savez combien de temps ça fait? Ils ont 1961 baissé. Oui. Ça fait plus de 60 ans. Oui. D'accord, bon, je pense qu'on aurait pu nous y mettre depuis. Voilà. Donc, et vous parlez de l'infestation et du filet. Nos voisins, ils sont passés d'une infestation totale sur leur production de 25% sur la production totale. Ils sont descendus avec le filet à 2%. Vous voyez un petit peu, ils sont en train maintenant, comme les autres, de garantir un produit sans verre. Mais qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi il n'y a pas ces filets? Ça coûte si cher que ça? Ça coûte pas cher. Un filet peut revenir à l'agriculteur à 85 dinars. 85 dinars sur un régime de 10 kilos, c'est rien du tout. Oui. Ce qui est très important, il faut qu'on inscrive. Moi, je dis une chose, la réussite
de l'exportation de la date va conditionner tout le reste. Là où nous avons de la quantité, là où nous avons de la qualité, si on ne réussit pas, on ne peut pas réussir dans les autres produits agricoles. Et je reviens toujours à l'exemple tunisien. La Tunisie, ce que disait Youssef, c'est qu'elle a construit la chaîne. Voilà. Ils ont été d'abord en avant. Ils ont été voir les agriculteurs qui étaient dans la date et qui leur ont dit, vous voulez exporter, l'État vous garantit l'achat, vous garantit le prix, mais à vous de... Le respect de donc le l'itinéraire, le protocole technique. Le respect de la chaîne aussi, de la filière. Le protocole technique. D'accord, alors vous les identifiez maintenant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire là pour que ça marche? C'est qui doit mettre en place les choses? Moi je dis tout le monde. C'est un réveil culturel ou c'est... On revient... C'est une initiative du gouvernement. On revient justement, si on veut vraiment aller, parler de l'export c'est bien, mais il faut aller vers une stratégie sectorielle pour les produits. Est-ce il n'est pas normal que nous produisons 4 fois plus que les Tunisiens, ils exportent pratiquement, vous voyez l'écart, 5 fois plus que nous. Ça, c'est un problème de fond. Comment organiser la filière? Il y a quelque chose qui appartient. Je reprends donc la chaîne. La chaîne, c'était justement l'agriculteur, le collecteur-livreur et le conditionnaire exportateur. Tout devait être en ordre. Et c'est ça qui a payé, c'est ça qui a réussi. Alors, oui, pardon. Pardon. Là, je ne dis pas que l'État doit financer, parce qu'il le fait assez, je pense. Mais l'État doit être accompagnateur. L'État, c'est lui l'aiguillon. L'État, c'est à lui, donc il a en charge l'organisation de la filière, l'organisation dans le bon sens du terme, et de ramener tout le monde autour de la table. Je pense que le ministère de l'Agriculture a cette volonté, il a du moins cette capacité de mobilisation et d'organisation. Justement, vous êtes président de l'association des conditionnaires. Vous êtes en relation régulière avec le ministère de l'Agriculture? Oui, nous sommes en relation. Vous savez que nous sommes une association qui fait partie du comité interprofessionnel de la filière date, qui fait partie de l'ONILEV et du ministère de l'Agriculture. Et nous, en tant qu'association, nous avons commencé depuis 2006 on a fait un grand chemin avec le ministère de l'Agriculture. On a commencé par le couloir vert, nous avons bataillé ensemble pour l'organisation de la filière, nous avons fait beaucoup de travail ensemble, technique, l'itinéraire technique de la financier, du palmier, le volet financier fait que le ministère de l'Agriculture nous a aidés. Le ministère du Commerce aussi, il y a le fonds spécial de la promotion des exportations, nous avons travaillé au-dessus aussi avec le ministère depuis 2007 et nous avons eu depuis 2001 surtout. Alors, vous êtes conditionnaire et exportateur. Oui. Question pratique. Oui. Vous achetez le kilo de date au producteur à quel prix? Quelle variété? Quelle catégorie? Deglettenor. Allez. Oui, on parle de celle-là. Oui, voilà. Allez, Deglettenor. Non, tout ça c'est de la Deglettenor. Hein. Oui, mais bon, la catégorie 1, la branchée. La meilleure. La branchée, la meilleure, on l'achète pour un prix moyen de 240 dinars. Alors là. Alors. Le gap, vous voyez le gap entre 600 sur le marché local ici à Alger. Voilà. Et elle est revendue à 1200 dinars, celle-là. Non, 700. Parce que la chaîne des valeurs n'est pas respectée. Tout simplement. Il y a des gens qui font n'importe quoi. Il y a un captage de rente, là. Il y a des gens qui stockent, des stockeurs, des faux stockeurs, des stockeurs, des... Il y a un problème de la chaîne de commercialisation. Oui, la chaîne de commercialisation n'est pas respectée. Alors 250 dinars à l'achat chez le producteur, 750 à 1200 dinars chez mon marchand. Dans quelle forme aussi? Dans quelle forme, je ne sais pas. Et à l'exportation, vous la vendez à combien, arrivé en Europe? La catégorie 1, la branchée, c'est dans une moyenne de 3,50 €. Ce qui fait... On l'offre à 3,50 €. Ce qui fait actuellement, au cours de l'euro, ça fait à peu près 430, 450 dinars. 450 dinars. Mais on parle de la catégorie 1 branchée, j'insiste. La première. Voilà. C'est la top. Mais c'est la moins exportée. D'accord, donc la plus exportée, c'est la date conditionnée. Très bien, monsieur Hadoud, on va s'intéresser à vous. On va pas vous laisser partir comme ça. Vous l'achetez à quel prix et vous la revendez à quel prix? Est-ce que c'est un peu le prix. Et la date, comme vous disiez, Youssef, celle qui est exportée, c'est surtout celle de deuxième, troisième catégorie, tout ça. C'est une date en vrac qu'on traite pour lui donner une valeur ajoutée et qui se vend, c'est ça. Voilà. Le problème qu'on a quand même sur cette date, le problème qu'on a, c'est la conduite des récoltes au niveau de la production. Quand on dit 800 000, 900 000 tonnes, moi je serais bien curieux
de savoir qu'est-ce qu'on récupère à la fin. Parce que quand vous récoltez, une date, elle est à 4-5% d'infestation le jour de la récolte. Comme la conduite se fait très mal, en 15 jours, elle remonte entre 20 et 30%. Vous ne pouvez pas exporter une date qui a atteint autant le taux d'infestation. Même si vous faites après un triage, vous allez le faire baisser de 4 points, 5 points, mais pas plus. Dites-moi, où sont les spéculateurs entre les 250 dinars et les 750 à 1200 dinars que je retrouve sur le marché? Qui augmente les prix? C'est vous, par exemple, vous travaillez en direct avec les producteurs. Non, producteurs et même les collecteurs. Les collecteurs, oui. D'accord. Donc c'est peut-être au niveau aussi des collecteurs. Oui, et au niveau de vous aussi, peut-être. Bien. Non, je disais que vous aussi, vos marges sont peut-être intéressantes pour qu'on arrive à ce type de prix. Nous ne vendons pas en Algérie. Mais il y a une quantité. C'est d'accord. Alors des institutions. C'est des institutions gouvernementales. Entre l'export et le marché national, il y a tout un monde. Il y a tout un monde. À l'export, nous avons un respect de la marge et de la concurrence. Premièrement, la concurrence internationale. Deuxièmement, le pouvoir d'achat des pays. Quand on parle des pays asiatiques, par exemple, tels que l'Indonésie, Malaisie, ils ont un pouvoir d'achat à respecter. Si on parle des Européens, eux aussi, ils ont je dirais un pouvoir d'achat à respecter. Il n'y a que la date qui coûte plus cher que la banane, que la pomme, que n'importe quel produit dans le monde. Donc, on doit respecter ce pouvoir d'achat, on doit respecter ces économies. Il y a des économies qui ont une croissance, ou je dirais une inflation de 1%, 2% par an. On ne peut pas leur imposer des augmentations comme ça, phénoménales. D'accord. Alors, je voudrais qu'on parle oui, juste un instant de l'évasion de ces dates qui partent sur des marchés extérieurs par des filières. Il paraît qu'on trouve la date algérienne au niveau des frontières du Sud. Alors, mais ça reste des chiffres qui ne sont pas très élevés. Ils ne sont pas... Enfin, le Sud, c'est élevé. Le Sud, c'est élevé. Mais sous la coupole du troc. Voilà. Et contrairement à ce qu'on pense, le gros de l'évasion ne va pas vers la Tunisie, mais irait plutôt vers le Sud. Ça dépend. Le Maroc. Voilà. Le Sud. Le Maroc, ces 2 dernières années, c'est en baisse très, très ressentie. Le Sud, pourquoi je parle du troc, moi? Parce que le troc, il a son cadre réglementaire, en principe. Non, mais si en principe, il existe. Il existe, il a une réglementation depuis 91, 80, il y a changé en 94, 95. Bon. Donc, le troc est sorti de son cadre juridique. Il est sorti de son cadre juridique parce que, normalement, le troc, il se fait contre d'autres produits qu'on ramène de ces pays limitrophes, du subsaharien. D'accord. Mais maintenant, il se fait n'importe comment et on touche à la Degletnor qui était, normalement, qui dans la loi ne doit pas être touchée par ce phénomène de troc. Et c'est ce qui a fait un petit peu grimper les prix de la date deuxième, troisième catégorie du Sud. Le problème, le troc, c'est qu'il n'y a pas de flux financier. Il faut savoir qu'il n'y a pas de flux financier. Donc, c'est tout à fait particulier. Qu'est-ce qu'on prend en échange? Qu'est-ce qu'on prend en échange? En échange, généralement, c'est... Alors, nous avons du bétail. D'accord. Nous avons donc les produits exotiques. Donc, il y a le thé, il y a aussi le thé. Les épices peut-être. Voilà, certaines épices. Il y a même quelquefois... Matière grasse. Bien, je ne voudrais pas terminer cette émission sans parler de... Bon, je reviens à l'exportation. Donc, ça a été évoqué par M. Bizet. Le marketing, donc il y a un souci. Il faudrait donc développer la communication à l'extérieur sur la date pour faire manger donc les populations extérieures à l'Algérie. Il y a deux... je laisse parler. Après, je vais intervenir. Écoute, en matière de marketing, maintenant on ne parle plus de marketing. Normalement, c'est un peu dépassé. Dans le monde, maintenant, on est en train de parler des 4 S. C'est quoi les 4 S? On est parlé, mon ami tout à l'heure, on a beaucoup parlé concernant les normes HACCP, la certification, et ainsi de suite. Vous savez que nous n'avons pas une usine de date en Algérie certifiée. Premièrement. C'est vraiment ça. Bon, les normes HACCP, bon, ça existe un petit peu chez les unités qui ont fait... il y a 6 unités qui ont fait une formation avec le ministère de l'Industrie. J'arrive. Le premier S, c'est la sécurité.
Donc tout le monde cherche sa sécurité en mangeant quelque chose. Il y a la santé. Même si les verres ne vous font pas peur. À vous. Voilà. Donc il y a aussi le deuxième S, c'est la santé. Il y a la saveur, il faudrait offrir ce qu'on doit offrir. Si on parle d'une bonne qualité, il faut offrir cette bonne qualité. Et le quatrième S, qui est très important, c'est les services. Est-ce que nous sommes capables, en matière de logistique, je pense directement à la question de la logistique, d'aller au bout du monde? L'avion, ça coûte trop cher. Les navires, il n'y a pas beaucoup de desserts. Il n'y a pas beaucoup de desserts. On est figé vers Marseille, directement Marseille. Je reviens toujours à l'exemple qui a réussi la meilleure. Nous avons déjà un combat. Oui. Le combat, c'est d'abord de dire, cette date, on ne connaît que la Tunisie. Là où on y va, on ne connaît que la Tunisie. Donc la Tunisie a construit donc une image internationale de la date qui s'est appropriée. Oui. Maintenant, sur notre dos ou pas, ça c'est notre débat. Mais le thé est devenu marocain, la date est devenue tunisienne. Tunisienne. Ouais. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? Heureusement que ça du pétrole, hein, parce que sinon... Mais en tout état de cause, nous devons dire qu'il y a une date qui est d'excellente qualité, c'est une date algérienne. Là, c'est l'effort de tout le monde. Et notamment une image de la date algérienne qui doit être construite par le pays, et notamment par le ministère concerné. Très bien. Alors, vous avez eu la gentillesse tous les deux de m'apporter des dates. Ce paquet-là, il est destiné à l'export, monsieur Remeli, ou pas? À l'export, au marché local, pourquoi pas. Vous trouvez que l'effort est suffisant en termes de qualité? Non. Est-ce que... Regardez, monsieur, les établissements Haddoud font un effort un peu plus sérieux. Je ne voudrais pas vous mettre en packaging, à moins que vous ayez d'autres paquets. Nous avons mais je trouve que c'est insuffisant. Hein. Voilà, non, moi je ne vous ai pas ramené tous les paquets de la Sudaco. Je vous ai ramené le produit pour parler du produit. Voilà. Et nous avons un packaging respectable. Il faut savoir que le meilleur emballage est importé. Hein. Et le meilleur emballage est importé. Et c'est là que les coûts, par contre, autant vous vous y retrouvez avec la dévaluation du dinar, mais autant vous perdez il y a même une subvention de l'État. Hein. Très bien. Eh bien, écoutez, alors, juste un dernier mot, rapidement. Oui. Très rapidement. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on doit, le côté marketing, on doit aller vers deux directions. Oui. D'abord, construire l'image de la date algérienne, parce qu'elle ne doit pas se vendre comme celle de nos concurrents, parce qu'elle est meilleure. Donc il faut pousser les consommateurs à aller vers les salons, on doit aller vers les salons professionnels, parce que là, on a la clientèle. Mais les importateurs ne ramènent que ce dont ils ont l'habitude de ramener. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est construire une image. Il faut aller vers les sociétés les foires de consommation et montrer l'image de la date algérienne et expliquer pourquoi elle doit être un peu plus chère que... C'est la fin de ce voyage, malheureusement. Il y a beaucoup de choses à dire de ce voyage au centre de la date. Je voudrais vous remercier tous les trois, hein, vous producteurs, vous et conditionneurs exportateurs, et vous représentant les exportateurs. Vous connaissez maintenant tous les domaines. Je voudrais donc remercier nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Je voudrais aussi saluer tous ceux qui ont rejoint notre page Facebook. J'ai été vraiment agréablement surpris de l'intérêt et du nombre qui nous ont rejoints. Et je voudrais vous dire qu'on se retrouve samedi prochain. Prenez date.